Donc on veut des concepts innovants, on veut évidemment discuter, on veut mettre en avant la mobilité. La problématique générale, c'est quoi? C'est que les sociétés sont en mutation, que les moyens de transport, évidemment, représentent de nouvelles problématiques et vont être développées. On va essayer de les développer justement. Donc contrairement aux assises de l'automobile, c'est ce qu'on a dit, on ouvre sur tous les véhicules nous, aujourd'hui pour cette deuxième édition de X-Mobility. So we are not only for wheel cars or wheel vehicles, we have on two wheels, we speak about drones, I don't know, scooters, everything. So we will open this round table with our four experts and we'll speak first about Willow. Willow donc, fait partie de la famille Le Mans Tech, jeune start-up qui est prête à révolutionner le monde de la livraison des derniers kilomètres, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je m'appelle Arnaud Chéreau, je suis ingénieur aéronautique de formation et j'ai commencé à développer des petits véhicules vers l'âge de 10 ans dans l'atelier de mon grand-père. Et j'ai eu envie de poursuivre cette folle aventure ensuite en constituant une équipe, une Dream Team, avec des personnes venant du sport automobile, notamment qui ont travaillé au Mans, des objets connectés, le photovoltaïque. Photovoltaïque parce que je crois que vous êtes allé à La Réunion, c'est ça? C'est là l'idée de Willow? Willow est né effectivement à La Réunion. En fait, on a eu ensemble l'envie de construire un rêve pour l'avenir de nos enfants, celui de développer un véhicule urbain, mais qui peut également être rural, compact, connecté, léger, agile et solaire. Donc c'est un triporteur, on peut s'en servir pour faire des livraisons, mais aussi pour son usage personnel, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, on est parti du constat que ça ne servait à rien de déplacer un véhicule d'une tonne 5 pour transporter un individu de 80 kg. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que la plupart de nos petits trajets urbains font 3 à 5 km. Et enfin, chez Willow, on considère que se déplacer est un droit fondamental de l'être humain, au même titre que manger, boire ou dormir. Et du coup, on a pris le meilleur de deux mondes, celui du vélo et de la voiture. On a développé un triporteur cargo, caréné, équipé de panneaux solaires en toiture, et étroit pour être agile dans la circulation, donc avec une dynamique pendulaire. Donc, ce qui veut dire que ça reste un vélo, c'est un triporteur, mais il y a une assistance électrique, mais on n'est pas sur un véhicule complètement électrique. C'est exactement. On est un véhicule qui rentre dans la catégorie vélo à assistance électrique, donc avec une assistance, et qui peut transporter jusqu'à 80 kg d'emport à l'arrière, un passager adulte ou deux enfants. Bon, parfait, merci pour cette présentation. On aura des questions, n'hésitez pas sur evals.fr. Maintenant, vous connaissez le Wi-Fi, je vais vous le rappeler, MMArena Entreprise, le password mmarena@72. Voilà pour le Wi-Fi, si vous avez des problèmes pour vous connecter, ça peut arriver, malheureusement. On va passer à un concept aussi très intéressant qui a même fait un tour de piste, je crois, avant les 24 heures moto. C'est Furion Motorcycle, une moto hybride. Qu'est-ce que c'est que ce concept, Marc Elvis? Alors ce concept, il est né aujourd'hui déjà avec Marc et Nice, simplement. Ce concept est né assez simplement en fait, c'est que la moto elle accuse souvent pas mal de retard par rapport à l'automobile. Et en observant l'environnement moto, il y a pas mal de motos électriques qui étaient lancées sur le marché, avec des grands groupes, depuis 2009. Et, il y avait la Zero Motorcycle qui était sur le marché, et on se dit il n'y a pas de moto hybride dans l'environnement. Alors pourquoi? Parce que tiens, la moto a toujours du retard par rapport aux constructeurs automobiles, et Nissan avait lancé la Prius en 97. Enfin, Nissan, et oui, attention. Et du coup, on s'est dit tiens, pourquoi pas? Et on regardait les ventes de motos justement au niveau électrique, et ça avait du mal un peu à prendre sur les grands marchés. Donc on s'est dit il y a sans doute une opportunité à faire quelque chose. Et pourquoi surtout les motards n'adhèrent pas si rapidement à l'électrique? C'est quelque chose, on va y venir. D'ailleurs, Laurent est là pour nous en parler. Et on s'est dit que pour le moment, on est très ancré autour du moteur thermique. Toute une moto est conçue autour d'un moteur thermique, vraiment à la base, elle est toujours omniprésente. Et on s'est dit plutôt que penser fracturellement, on va penser en termes d'évolution. Donc on va placer un moteur thermique accompagné d'un électrique pour lui amener ses vertus. Et pour amener tout en souplesse, notamment l'avenue de l'électrique. Ce qui veut dire que la Furion M1 en fait reste en communion avec son pilote, c'est-à-dire qu'on a le bruit et on est aussi respectueux de l'environnement. La moto, c'est souvent un objet de plaisir. En fait, la moto, en toute électrique, en termes de grande consommation, elle a un concurrent très sérieux qui s'appelle le scooter. Et d'ailleurs, vous avez le BMW C Evolution qui est commercialisé depuis 2 ans, qui explose les chiffres. Vous allez en voir partout dans les grandes métropoles. Il n'a pas besoin de sensations de moteur, il a besoin de praticité, enfin de sens pratique. Alors que la moto reste beaucoup un objet de plaisir. Et substituer aujourd'hui d'une boîte de vitesse, d'une sonorité, d'une rigorosité,
d'une sonorité dans notre travail. Sound2Sight qui fait un excellent travail pour la sonorisation. Mais je connais quelque chose. Oui, j'ai cru l'apercevoir. Et en fait, cela est du sensationnel. Et le sensationnel sur la moto plaisir me paraît fondamental. C'est pour ça qu'on a envie de l'introduire au niveau de la mobilité en conservant des moteurs à énergie thermique. Et thermique n'est pas forcément possible, puisque les carburants de synthèse se développent à vitesse grand V. On pourra parler de bioéthanol, mais il y a d'autres carburants de synthèse. Et donc, on pense qu'on peut pérenniser encore ce moteur un certain temps, tout en étant éco-responsable. Bon, alors parfait, n'hésitez pas à poser vos questions évidemment sur evals.fr, donc ça c'est la web application qui vous permet de discuter avec nous. On va évoquer dans cette table ronde l'avenir à moyen terme, je dirais. On a évoqué avec nos experts tout à l'heure internationaux l'avenir à un peu plus long terme, on va dire. Là, on est vraiment dans les 5 ans à venir, l'évolution, c'est ça? Globalement, de maintenant jusqu'à 5 ans, vos projets, vos 4 projets? Je pense que globalement, c'est même maintenant en fait. Oui, c'est maintenant. De toute façon. Donc on se réveille et on y va. Oui, c'est ça. la première. C'est l'industrie, donc il y a forcément une inertie en fait. Les volontés sont là et elles sont motrices. Bon, parfait, merci beaucoup. On reste dans l'électrification évidemment et on passe à Yann Motion avec Roland Schaumann. Alors est-ce qu'on peut avoir une explication de Yann Motion? Qu'est-ce que c'est que ce projet qui a l'air fou? Bonjour à tous. Donc moi c'est Roland Schaumann, je suis cofondateur de la société Yann Motion. Et chez Yann Motion, en fait, on transforme les véhicules thermiques, donc essence ou diesel, en véhicules complètement électriques. Ça, c'est un défi complètement fou, non? Alors c'est un défi complètement fou, mais on ne l'a pas fait complètement par hasard. En fait, on l'a fait, l'idée nous est venue, donc à mon cofondateur Laurent et moi-même, avant même qu'on se rencontre. En fait, on s'est simplement rendu compte que dans les casses automobiles, il y a encore énormément de véhicules qui sont encore sains et bons pour circuler, et dont seule la motorisation pose problème. Et donc on s'est dit, à l'heure du développement de la mobilité électrique, il serait peut-être intéressant de profiter de cette base-là pour développer la mobilité électrique, et c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est ce qu'on a commencé à faire. Ouais, donc là en fait on arrive avec son véhicule, on peut être avec un véhicule qui est fonctionnant, j'allais dire, et on vient voir Yann Motion pour la préparation électrique, parce qu'il faut absolument que ce soit des véhicules qui aient déjà vécu et qui entament une nouvelle vie. Non, on peut venir avec n'importe quel type de véhicule. Alors pour l'instant, on développe la solution sur certains modèles évidemment, mais l'ambition c'est bien que le client vienne chez nous avec son véhicule thermique et qu'il reparte avec son véhicule électrique. Donc pour l'instant, voiture, on reste sur les voitures. Voiture pour moi. Bon, très bien. Yann Motion, donc voilà pour la présentation, on prépare donc la transition énergétique en électrifiant les véhicules. Et on va passer à Neuron Motors, donc une moto électrique avec Sébastien Mahut, prototype Neuron Power Cruiser. Donc c'est un design intéressant, est-ce qu'on peut en savoir plus? Bonjour, Sébastien de Neuron Motors. Moi j'ai fondé la société Neuron il y a 3 ans parce qu'on a fait un constat, c'est que dans la moto électrique on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de moto électrique qui procurait du plaisir, qui donnait envie de conduite. Il y avait uniquement des scooters ou des motos utilitaires, et donc on a créé cette moto électrique à la française, très luxueuse et très puissante, qui s'appelle Neuron Motors. Alors, pourquoi Neuron? C'est la contraction de Newton et de neurone. Ah, pas mal. Donc Newton parce que ça fait référence à l'accélération, et notre moto est capable d'accélérer à 1 G, donc 0 à 100 en 3 secondes. Et le neurone parce qu'elle est intelligente et connectée. Donc intelligence artificielle pourquoi? Pour optimiser tout ce qui est consommation? En fait, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur et améliorer effectivement la consommation du véhicule en anticipant les besoins du conducteur et du véhicule. Donc on a vraiment une moto intelligente à proprement parler, c'est-à-dire qu'elle est intelligente au niveau énergétique et intelligente aussi parce qu'elle aide son pilote, enfin son conducteur. Tout à fait. Oui, ça y est, je suis au banc, donc je m'y crois avec les pilotes. Évidemment. Alors, merci pour cette présentation, messieurs. On va dans cette table ronde. N'hésitez pas à poser vos questions non plus. Don't hesitate to ask your questions, please, to our 4 experts here, with of course Le Mans. Donc, vos questions, on va les avoir avec plaisir, évidemment. La première, c'est plutôt, on va évoquer les enjeux de demain, évidemment, la mobilité de demain ou même d'aujourd'hui, c'est ce que vous nous disiez. Donc, vous avez tous eu la même conception, j'allais dire, le même constat, c'est qu'il faut qu'on change les choses. Ça y est, c'est maintenant qu'il faut qu'on change les choses, messieurs. Je me permets de commencer. Oui, nous, on s'en est aperçu avec la moto électrique, c'est qu'en fait, on voyait beaucoup de nos concurrents utiliser des technologies qui étaient utilisées depuis 100 ans dans la moto thermique, à savoir
utiliser un cadre perso qui entourait un moteur et en fait les concurrents mettaient un passe des batteries de forme complètement carrée dans un châssis de moto qui est plutôt arrondi. On s'est dit, mais non, la motorisation électrique permet de repartir une feuille blanche et c'est ce qu'on a fait. On a dessiné les deux roues, un guidon, une selle et on a laissé du pognon à notre imagination pour créer cette moto très futuriste où la batterie fait office de châssis finalement sur notre véhicule. C'est pour ça qu'on parle de disruption, en fait, c'est ça. Comment on a ces idées finalement qui sont novatrices? On se lève un matin et hop, c'est parti. Comment ça se passe, Roland? De notre côté, comme je vous l'ai expliqué, ça nous est venu d'un constat simple, c'est donc qu'il y a beaucoup de véhicules qui partent à la casse alors qu'ils sont encore en état de rouler. Alors c'est quelque chose en fait, on offre une seconde vie aux véhicules thermiques. Les mettre à la casse au bout d'une dizaine d'années, c'est une aberration complète. Alors en France, c'est soit on les met à la casse, on est encouragé à faire ça avec la prime à la casse, soit ils partent dans d'autres pays et continuent de polluer dans d'autres pays. Donc notre idée, c'était bien d'offrir une seconde vie à ces véhicules. Or, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans le bâtiment, ça s'appelle la réhabilitation. Il y a une industrie de ça qui existe. C'est quelque chose qu'on peut faire dans l'aéronautique, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le naval aussi, mais dans l'automobile, c'était absolument pas fait. Et donc nous, on a envie vraiment c'est ce qu'on a envie d'apporter à cette industrie, quoi. Arc. Si je peux ajouter un mot, ce qui me paraît fondamental, c'est de penser mutation en fait. C'est-à-dire de pouvoir repenser les concepts et se dire comment on peut le rendre bénéfique à plusieurs niveaux. Dans la mesure où le véhicule n'est pas là que pour se déplacer, il doit apporter aussi un certain nombre de confort, il doit être économique. L'économique ne doit pas être très lourd. Vous pouvez observer des paradoxes. Aujourd'hui, on fait des moteurs qui consomment de moins en moins. Sur les véhicules ont doublé de poids. On a des véhicules maintenant qui sont en Newton 8 facilement. Vous mettez le même moteur sur une 2 chevaux de 700 kg, vous faites un litre au 100. Et en fait, il faut pouvoir repenser, comme le disait Sébastien aussi, l'architecture, la géométrie. Il faut mettre beaucoup de jus de cervelle pour essayer de briser les codes et arriver à quelque chose de cohérent. Parce qu'on ne peut plus se permettre de consommer autant d'énergie. On en discutait tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a énormément d'énergie dans un litre de carburant. Une énergie fabuleuse, je crois qu'on a une correspondance avec les capacités massiques actuelles de batterie à plus de 25 kg. Sur un litre de carburant, ça ne pèse pas 1 kg, un litre de carburant. Donc cette conversion-là, on doit la penser et on doit pouvoir l'intégrer de façon pertinente pour que justement, comme le disait Arnaud aussi, on ne dépense pas autant d'énergie pour trimballer quelqu'un de 80 kg, mais qu'il soit à une vitesse suffisante, confortable pour pouvoir se déplacer. Donc c'est un changement de paradigme. Et il faut pouvoir justement l'épouser, l'accompagner et mettre de l'ingénierie, de l'ingéniosité surtout là-dedans. Ouais, l'ingéniosité, il y en a justement avec Willow. Comment est-ce que finalement on saute les barrières? Parce qu'il y en a des barrières finalement. Donc là, le lancement de ce vélo, de ce triporteur, donc, ça a été quelque chose de bien accepté? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup. Il y a une quinzaine de jours, on a présenté le vélo à l'université d'été de l'autoconsommation photovoltaïque. Et il y a un intégrateur photovoltaïque qui m'a dit, comme toutes les bonnes idées, ça paraît évident quand on les voit. Et je trouve que ça, c'est assez parlant. Après, pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure sur les notions de mobilité, effectivement, l'idée, c'est de reposer les fondamentaux. On en parlait tout à l'heure, c'est ce que Elon Musk fait en termes de disruption sur des fusées qui sont réutilisables et ainsi de suite. L'objectif, c'est effectivement de se dire, oui, quand on déplace un individu, une fourmi arrive à déplacer 50 à 500 fois son poids, un être humain, lui, va utiliser un outil qui pèse 10, 15 ou 20 fois son propre poids pour le déplacer. On n'a pas la prétention de faire aussi bien que Dame Nature, mais de s'en inspirer fortement. Ouais, donc ça c'est vraiment le point de départ évidemment. Nous on parle de toutes les mobilités ici, donc on parle 2 roues, 4 roues, on reste quand même sur le sol pour l'instant, on n'est pas encore à l'étape suivante de l'Hyperloop ou de Pop-Up Flex par exemple. Il y a des notions aussi d'énergie nécessaire pour décoller du sol, du plancher des vaches comme diraient certains. Donc effectivement des évolutions techno, des gaps techno le permettront, ça permettra des solutions comme le Pop-Up Next ou d'autres choses que l'on peut voir comme Zapatal l'a fait, mais avec effectivement des solutions énergétiques, liquides, plutôt old school ou traditionnelles et qui permettent d'avoir ces performances. Donc là on est sur un transport finalement individuel, on en a parlé tout à l'heure, on reste sur l'individu. Est-ce qu'il y a des possibilités peut-être de développer pour que ça soit des transports qui soient plus individuels mais qui puissent transporter plusieurs personnes? Alors, je voudrais juste rajouter un petit mot par rapport à ce qui a été dit, c'est que il y a quelque chose qui est fondamental aussi, c'est de rester pragmatique par rapport aux contraintes qu'on a aujourd'hui. Donc les contraintes, on en discutait encore il y a 10 minutes, la grosse contrainte c'est la consommation d'énergie en fait. Et ça a été montré tout à l'heure d'ailleurs, le moyen de transport le plus efficace, ça reste le train.
Ensuite, on passe à la petite voiture, après on passe à la grosse voiture. En fait, si on remonte, si on pouvait faire glisser ce slide-là, tout en haut, on trouverait les engins volants. Et il faut bien se rendre compte de la consommation d'énergie de ces engins-là, quoi. C'est pour ça que dans un premier temps, c'est s'attaquer aux véhicules roulants, tout simplement. Et ce qui reste sur le plancher des vaches. Oui, non, mais c'est clair, là, on fait step by step, hein, Ouais. on y va petit à petit évidemment. On va parler moto, puisque on a plusieurs directeurs qui sont donc spécialistes moto. On parle d'hydrogène aux 24 heures du Mans. Est-ce qu'une moto hydrogène, alors je sais que c'est pas votre concept, mais on ouvre les débats dans cette table ronde. Une moto hydrogène, ça existe, ça peut exister? Ça peut exister, oui, ça peut exister. Le seul souci de l'hydrogène, c'est qu'il faut le compresser extrêmement fort pour avoir des capacités énergétiques suffisantes pour avoir de l'autonomie. Et on est sur des ordres de 700 bars, si je ne dis pas de bêtises. Le problème, c'est qu'une moto, elle n'est pas, elle n'a pas la structure pour contenir ça. Si c'est un réservoir et qu'il se décroche, c'est 700 bars qui partent, on ne sait pas où. Et 700 bars, ça part à 700 mètres secondes. Donc c'est extrêmement violent comme déflagration. Donc c'est pour ça que les conditionnements se font plus dans des voitures aujourd'hui, ou alors des transports en commun, comme le bus, c'est beaucoup plus adapté. C'est mon avis à ce niveau-là. Pour une moto, c'est faisable, mais il faut le comprimer extrêmement fort. Il y a des vélos qui sont faits à 200 bars, on est sur déjà des bornes d'approvisionnement qui sont plus répandues, parce que 700 bars, il faut les trouver. Et c'est aussi beaucoup d'énergie pour compresser 700 bars, c'est aussi un autre sujet. Oui, mais justement, je profite de cette transition-là. On essaie toujours de réduire les émissions, on essaie de réduire l'utilisation d'énergie. Parfois, on se dit, on utilise beaucoup d'énergie pour finalement un résultat qui, quand on fait la somme, pas forcément positif. Comment ça se passe justement? Non, mais c'est une question, on ouvre les possibilités. Je pense que, comme disait Roland, c'est dramatique. En fait, il ne faut pas se laisser emballer non plus par des nouvelles techno en disant c'est ça, c'est la voie. Il n'y a pas de truc où c'est génial, où c'est la solution miracle. Il n'y en a pas, en fait. Il faut juste se dire, on part d'un point A et on essaie d'avoir le meilleur rendement d'un point B. Si vous prenez toute la chaîne de l'hydrogène, qui est un excellent moyen de conditionner l'énergie, d'ailleurs, il faut le contenir, l'hydrogène, c'est extrêmement fin, ça fuit facilement. Le rendement n'est pas forcément formidable. Donc il faut penser à toute la chaîne, et elle est longue la chaîne, avant d'arriver jusqu'à sa consommation. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent on peut utiliser du bioéthanol, c'est très bien, et oui, mais bon, mobiliser terres d'arabe, qu'est-ce qu'on cultive, quel est le bilan carbone final de l'énergie qu'on utilise. Et donc, comme disait Roland, c'est du pragmatisme, c'est se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut mettre ça en place. On voit par exemple le véhicule volant, c'est une énergie colossale, vraiment. Donc Zapata, je crois que c'est 30 litres de carburant, si je ne dis pas de bêtises, en 15 minutes ou quelque chose comme ça. C'est absolument fabuleux comme énergie. Et on a du mal à le faire en électrique aujourd'hui. Il faut plutôt repenser, quand on voit Solar Impulse par exemple, on a un avion très peu énergivore avec une ordre de percure fabuleuse qui peut transporter un homme. Et bah, il faut essayer de concevoir les choses de cette façon. Mais j'ai un peu d'études. Oui, il y a ce qu'il faut. Il y a les contraintes donc énergétiques comme on disait tout à l'heure, et après il y a la compatibilité ou l'adéquation, on va dire, entre une technologie et une application. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer si vous prenez vous prenez n'importe quelle technologie existante sur le marché ou future, vous la développez à l'échelle mondiale sur bateau, train, avion, tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Et donc, ça a déjà été dit, c'est de la redite ce que je vais dire, mais il n'y a pas une solution miracle. C'est vraiment un mix qui coexiste. Là, c'est pour l'aspect consommation d'énergie, mais il y a aussi l'aspect consommation de matières premières, tout simplement. Si on prend les véhicules électriques, donc on est dedans, c'est un peu de quoi ça parle. Il y a des terres rares, il y a des métaux précieux qu'on ne pourra pas sourcer indéfiniment si on veut équiper tout le monde d'un véhicule électrique, par exemple. Donc c'est pour ça que nous, on dit l'électrification de véhicules, c'est bien pour certaines applications. On ne va pas essayer de le transposer à n'importe quelle application. Encore une fois, c'est de la redite, mais c'est bien à garder en tête. Il n'y a pas une solution miracle et il y a des adéquations entre solutions et applications. Donc, Justement, dans ces logiques, effectivement, d'analyser toute la chaîne par rapport à l'hydrogène ou autre, on ne l'a pas fait pour l'hydrogène chez Wello, mais on l'a fait pour les autres types de mobilité. Parce que certaines personnes nous disaient que vous avez des panneaux solaires en toiture, des panneaux solaires ça pollue à la fabrication, donc c'est pas un véhicule durable. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que c'est statu quo, on reste sur les mêmes technos, on ne fait pas évoluer les technos, ou est-ce qu'on se dit on essaye d'apporter des nouvelles solutions?
Et pour ça, on a posé les chiffres à plat. Et donc on a fait une étude pour voir qu'une citadine thermique était donnée pour 120 grammes de CO2 par kilomètre. Si on ajoute l'extraction du pétrole, le fait de le raffiner, le fait de le transporter, la fabrication du moteur, parce qu'on comparait les chaînes de puissance, on arrive à 142 grammes de CO2 par kilomètre. On a fait la même étude sur un véhicule électrique, qui est donné typiquement pour zéro émission. Mais typiquement sur une citadine électrique, la fabrication de sa batterie, c'est déjà 6 tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Divisé par 150 000 km, ça fait 40 grammes de CO2 par kilomètre. Et sur un mix énergétique moyen européen, on va rajouter une cinquantaine de grammes supplémentaires par kilomètre. Donc on arrive autour des 90 grammes de CO2 par kilomètre pour un véhicule électrique. Et Renault était aux assises de la mobilité il y a 6 mois. Et justement, ils ont parlé de 87 grammes, donc on voit qu'en termes d'études comparatives, ça se fait. Et pour le vélo, dans le cadre d'une recharge solaire, avec la fabrication du panneau solaire, la fabrication de sa batterie, mais qui est beaucoup plus petite que celle d'une voiture, vu que le véhicule est beaucoup plus léger, on arrive à 6,4 grammes de CO2 par kilomètre. Donc l'idée, je pense qu'on est tous d'accord avec ça en termes de pragmatisme, c'est de poser les chiffres, parce qu'on pourrait discuter à l'infini de l'hydrogène, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ou autre. Mais une fois qu'on a les chiffres, on sait se dire, ok, c'est la bonne option, ou vers quoi on switch pour la suite. Alors, je vois qu'il y en a qui sont joueurs dans l'audience. Je vais vous faire rebondir, hein, messieurs, je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, là on est en train de parler de mobilité, on essaie de faire évoluer les choses, est-ce que le futur de la mobilité, c'est pas de ne pas être mobile non plus pour éviter finalement de faire des trajets inutiles? Ouais, complètement. Bah, c'est d'ailleurs une des opportunités du véhicule électrique. Parce que c'est une mobilité qui est finalement beaucoup plus contrainte que celle à essence ou diesel qu'on peut connaître. Et se déplacer en véhicule électrique interroge vraiment ce qu'on peut faire, ce qu'on a vraiment besoin de faire. C'est-à-dire que est-ce que finalement c'est normal de se déplacer à 130 km/h pendant 8 ou 10 heures pour aller jusqu'à Barcelone en 12 heures? Bah, peut-être pas. Peut-être que se déplacer de façon pertinente par rapport à nos besoins énergétiques, aux technologies qui sont plutôt clean à développer, alors c'est pas complètement parce qu'il y a rien qui est clean, mais c'est peut-être de pouvoir se déplacer de, je sais pas, de 500 km en 12 heures et pas à 1200. Donc peut-être effectivement qu'une partie de la mobilité c'est de ne pas se déplacer. Bon, merci, je savais que justement, on est là aussi pour pousser les limites, là aussi, Arnaud, est-ce que tu veux prendre la parole? Marc. Oui, juste un truc, comme disait, l'énergie la plus décarbonée, c'est celle qui ne consomme pas. Il y a Bruno Angélique qui est dans la salle, je remercie de sa présence, qui a dit tout à l'heure que le troisième état qui consommait de l'énergie, c'était Internet. Il y a des tas de gens qui s'envoient des WhatsApp, des images et des trucs comme ça, pour rigoler, mais ils consomment une énergie absolument fabuleuse. Cette responsabilisation, c'est une prise de conscience. C'est pas forcément moins bien vivre, mais si on avait, par exemple, si on n'oubliait pas ses clés, on n'aurait pas besoin d'être chez soi, ou demander quoi que ce soit, voilà. C'est juste vivre avec son temps, mais aussi en se disant, voilà, une qui est comptée. Et juste sur le fait de ne pas se déplacer, les nouvelles technologies immersives et autres qui sont en train d'arriver vont de plus en plus permettre d'éviter de se déplacer, de faire 12 heures pour aller à Barcelone juste pour un rendez-vous, même s'il est important ce rendez-vous. Il y a des nouvelles solutions qui permettent de plus en plus d'avoir ce contact avec l'individu qui est en face, même s'il est à l'autre bout de la planète. Et après, idéalement, utiliser des serveurs durables. Là, il y a des solutions qui existent justement, les visioconférences, etc. Et juste pour rebondir sur ce que disait Mars, ce qui veut aussi dire, donc le troisième étape du consommateur, c'est celui des smartphones, ce qui veut aussi dire que le véhicule connecté partout pour tous, c'est peut-être pas forcément une bonne idée non plus. Ouais, donc il faut le faire avec parcimonie, plusieurs. Après, je reviens à la moto à il faut consommer intelligemment, il faut se déplacer intelligemment. Je reprendrai aussi ce que disait Bertrand Piccard quand il est venu aux assises de l'automobile à nouveau il y a 6 mois. Il disait que les véhicules autonomes, c'était bien, c'était beau, ça nous faisait rêver, mais ça nous détournait en quelque sorte des vrais enjeux. Il y a des solutions qui existent, qui sont sur étagère aujourd'hui, qui sont pragmatiques et qui peuvent être mises en œuvre. Le véhicule autonome, c'est bien, mais on va retomber sur les contraintes de terres rares, d'énergie consommée, et ainsi de suite. Donc il faut y penser pour la suite, mais agissons dès maintenant. Alors, on a parlé de l'énergie solaire, on parle d'hydrogène, on parle de tout ce qui est électrique, etc. La voiture, moto, bateau, ce qu'on veut, à l'eau, ça peut exister, ça, je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi dans les cartons? À l'eau? Alors
je me sens plus quel scientifique, désolé pour la citation un peu C'est moi qui nulle, le mais piège en même temps. qui disait que l'eau c'était la cendre de l'univers, c'est-à-dire que l'eau ne contient pas d'énergie intrinsèquement, enfin chimiquement c'est pas possible de tirer de l'énergie. Et on part de l'eau pour faire du d'hydrogène, mais on a besoin d'un input énergétique assez important pour faire ça, donc l'eau ne contient pas d'énergie. Ok, non, mais je voulais juste. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors après, moi, par contre, il y a des tramways qui ont été faits il y a très longtemps où il y avait une espèce d'énorme chauffe-eau qui était chauffé à plusieurs centaines de degrés et qui permettait par génération de vapeur d'aller d'un terminus à un autre. Et voilà. Et donc ça veut dire que l'énergie, ça sert de stockage d'énergie et pas forcément de Encore une fois, il faut faire la soustraction, l'addition, je ne sais pas ce qu'on veut, mais en tout cas, l'énergie produite pour finalement avoir un tel chiffre d'énergie. Repassons à la moto. Tiens, on parle de moto intelligente, etc. On sait qu'il y a des solutions. Est-ce qu'un GPS vocal, on est plus dans le côté pragmatique, pour les motards avec l'affichage de la route sur la visière en réalité augmentée, est-ce que ça pourrait exister? Est-ce que ça fait partie des projets pour un New Road? Je sais qu'on est sur la moto. Ça existe déjà en fait, il y a plusieurs acteurs qui ont développé ça. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. En fait, c'est vrai que ça évite d'avoir à baisser la tête pour regarder le compteur, donc ça améliore en fait la sécurité. Par contre, d'avoir trop d'informations en permanence dans le champ de vision, ça déconcentre aussi. Donc il faut avoir uniquement les informations très utiles, comme un changement de direction à un moment donné, ou un affichage quand on dépasse une limite de vitesse, mais ça doit être des informations vraiment très succinctes et on ne doit pas être submergé par l'information. Est-ce qu'on peut imaginer que la moto fasse, je sais pas, des vibrations? Alors j'en sais rien, j'ai pas d'idée, je suis pas disrupteur pour l'instant, mais peut-être pas forcément utiliser la vision, mais d'autres sens. Ouais, ça fait partie des projets qui sont en cours chez les équipementiers de vestes connectées en fait qui émettent des vibrations dans les parties du corps, sur les bras par exemple, à gauche ou à droite pour signaler un danger, un obstacle. En fait, c'est l'interface utilisateur complètement nouvelle avec le pilote. D'accord, bon, merci. On a une autre question également. Alors, je sais qu'on parlera des impacts cet après-midi avec Robert Duportier notamment et puis nos experts. Bon, on va quand même essayer d'évoquer rapidement. Est-ce qu'il existe des contacts en France pour des laboratoires qui testeraient des batteries plus propres, entre guillemets? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut en faire encore mieux finalement dans les batteries et dans la propreté? Il me semble qu'il y a le CEA qui travaille sur le développement de batteries qui utiliseraient du sel marin en fait au lieu du sel de lithium. Et d'un point de vue environnemental, c'est beaucoup plus propre à fabriquer et c'est une ressource qui est quasiment inépuisable puisque le sel qu'on trouve dans la mer, c'est pas le cas du lithium. Non, c'est clair, ça fait partie. Est-ce que, Roland? Non, c'était ça que je voulais citer, c'était une spin-off du CE qui utilise le sodium et pas le lithium. Et ça, c'est une vraie piste pour le futur. Et ça, c'est à quel terme, à quelle échéance? C'est quand même pas tout de suite. C'est pas l'année prochaine, là. Je crois que cette spin-off-là, ils ont commencé une production prototype de ces petites cellules, mais effectivement, en production en série, c'est pas pour tout de suite. Après, en fait, le temps caractéristique de développement de ces produits-là, il est souvent 10-15 ans. Donc il faut espérer le voir d'ici peut-être 7-8 ans dans les premières applications. C'est pour ça, Marc, pour l'instant, on a de l'hybride, quoi. On a la version, j'allais dire, traditionnelle couplée avec une autre énergie. Oui, ça nous permet de faire de l'échantillonnage aussi, et donc d'être sur les technologies avant-gardistes. Là, on parlait des sauts d'oignons. Elles sont super intéressantes parce que voilà, elles sont beaucoup plus faciles à obtenir, elles sont plus responsables. Maintenant, si on veut aussi c'est là justement le dilemme, si on veut des capacités énergétiques très importantes sur batterie, c'est des technologies qui sont malheureusement très polluantes. Nous, on s'oriente, je pense que c'est le cas de tout le monde ici, vers ce type de technologies qui sont plus responsables, qui permettront de lever un peu le rideau sur ce qui se passe dans d'autres pays quand on extraire les terres rares. Si vous avez l'occasion aussi, j'en profite avec toujours l'application evals.fr, de mettre vos idées. Il y a un petit onglet. On va faire un plan d'idées en fait d'ici quelques instants. Donc voilà, si vous avez des idées pour le futur, eh bien, pourquoi pas. Ça serait intéressant. Voilà, on va essayer d'avoir nous aussi des idées et d'être créatifs. Arnaud. Juste, ce que je tenais à dire, c'est qu'effectivement, il y a des améliorations incrémentales technologiques sur les différentes solutions. Et je pense qu'on est tous dans cette logique-là de construire nos véhicules avec différentes briques techno qui nous permettent de pouvoir adapter ces nouvelles solutions techno au fur et à mesure
du développement à la fois du produit et de ses technos. Donc ça permet de pouvoir switcher d'une solution de batterie vers une nouvelle solution technologique. Est-ce que tous vos travaux, tous vos concepts, est-ce que c'est open source, donc ouvert à tout le monde? Est-ce que vous êtes enclin justement à partager un petit peu vos idées? Alors nous, ça ne l'est pas encore, mais on est en train d'y penser, parce qu'on a développé Wello pour l'avenir de nos enfants. À la base, je veux que mes enfants plus tard vivent dans une société plus bienveillante, plus pacifiée. Donc on est en train d'y réfléchir pour se dire qu'effectivement, l'objectif, c'est bien évidemment qu'on garde une longueur d'avance, mais si on peut aider d'autres personnes à pouvoir développer des nouvelles solutions qui vont changer notre société, on souhaite y contribuer. Bon, parce que là, c'est vrai qu'on est sur des solutions, donc le dernier kilomètre, c'est vrai que c'est celui-là qui est finalement quasiment le plus générateur d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Oui, le dernier kilomètre, c'est un quart du prix d'une livraison, c'est un véritable enjeu. À titre d'exemple, il y a 2 semaines, il y a 4 acteurs de la logistique du dernier kilomètre qui nous ont contactés justement parce qu'ils sont en train de... Alors je ne sais pas s'ils préparent leur budget 2020 ou autre et que c'était justement cette semaine-là que ça tombait, mais en tout cas c'est vraiment en train de bouger assez fort. Je sais qu'on va parler d'impact tout à l'heure, mais pour préparer un peu le terrain, l'acceptation de Wello par exemple et puis de vos projets, quel est-il? On a essayé justement de reprendre une partie des briques qui ont été présentées tout à l'heure par Ital Design sur le fait d'avoir un produit qui soit design, qui apporte des atouts qu'on avait précédemment dans la voiture, c'est-à-dire le fait d'être protégé des intempéries, d'avoir une assise confortable, ce genre de choses, et qui ont permis une bonne acceptation du produit. Et donc derrière, on l'a fait tester, et après les personnes partent avec, passent commande, et puis c'est parti. Eh ben, c'est parfait. Marc, Agnis, on a eu des retours aussi suite notamment à ce qui s'est passé au 24 heures en moto avec la présentation du véhicule. Alors ça fait des années déjà qu'il existe, mais voilà, quelle est l'acceptation, quel est le ressenti des utilisateurs ou des futurs utilisateurs? L'acceptation elle est très bonne. Hein. C'est comme c'est un projet industriel aussi, on doit s'appuyer avec les industriels, on doit travailler avec beaucoup de ressources humaines. C'est la grande chance que l'on a en France, c'est qu'on trouve des gens vraiment extrêmement compétents, désintéressés aussi. C'est ce qui permet de faire avancer justement ce type de projet. Ça prend après du temps, si vous voulez, les gens sont tout à fait à l'attente de ce type de véhicule, parce que voilà, ça leur parle. On parle aussi maintenant avec les grands groupes, et c'est toute l'inertie que ça peut avoir, on est en train de la mettre en place, et aussi il ne faut pas faire les choses trop vite, parce qu'on veut aussi des technologies qui soient pérennes, c'est-à-dire qu'on puisse les utiliser sur un certain temps. La vision industrielle vous pose, c'est facile de faire un prototype, je dirais, parce que vous avez peu de contraintes, mais dès que vous devez rentrer dans un système d'agglomération ou quoi que ce soit, je parle de la moto hydrogène par exemple, les contraintes doivent être très très solides. Et ça ne va pas être un frein pour autant, parce que plus il y a de contraintes, plus on est obligé d'utiliser l'expression du jus de cervelle pour que ce soit justement opérant. Et ça nous permet aussi d'avancer technologiquement. Et donc, dès qu'on le rentre dans cette vision industrielle, je ne dirais pas que le projet a un coup d'arrêt, mais il rentre dans quelque chose qui est plus tangible en termes de progression. Et donc, l'attente est très bonne, les indicateurs du Mans ont été un réel succès. Là, on continue, on a beaucoup de diffusion, mais le plus grand plaisir, c'est que aussi Sébastien l'a eu avec son prototype vraiment révolutionnaire et repensé, qui a séduit énormément de gens. Et je pense qu'on entretient cette dynamique jusqu'à la commercialisation. Ouais, de beaux projets, on va malheureusement bientôt arriver à notre terme. Roland, où est-ce qu'on peut trouver Yanmotion justement? Est-ce que l'évolution est en marche, j'allais dire? Là, à 500 mètres. Ouais, à 500 mètres. Et en ce qui nous concerne, le projet est très bien reçu. Alors, l'élément déclencheur, c'est très souvent l'essai du véhicule quand on se retrouve au volant d'une Austin Mini, parce que l'Austin Mini, c'est donc le premier véhicule qu'on électrifie. Quand on se retrouve au volant d'une Austin Mini électrifiée et que ça accélère comme une Cooper S, c'est sympa, machin. Ça marche très bien. Après, le gros frein qu'on rencontre, c'est comme je disais au départ, il est culturel en fait, parce qu'il y a très peu de personnes en France qui sont conscientes que c'est possible. Et donc il nous faut aller les chercher. Et il faut expliquer le concept. Et on a un rôle informationnel qui est assez énorme. Et j'en profite là pour faire une toute petite parenthèse sur le rôle des pouvoirs publics. Parce que là on parle de disruption, d'applications innovantes, de technologies, mais c'est souvent encadré. Alors
par la loi. Alors il peut y avoir des flous, il peut y avoir des interdits, il peut y avoir des vides juridiques complètement. Et les pouvoirs publics ont, alors je sais pas s'il y en a quelques-uns ici, j'ai pas l'impression, mais Il y en avait tout à l'heure, mais ils sont partis. mais les pouvoirs publics ont un rôle énorme à jouer dans toutes ces nouvelles applications, nouvelles utilisations. Nous, en ce qui nous concerne, on a rencontré un frein qui était énorme, qui était simplement que l'électrification des véhicules en France était interdite à cause d'un arrêté de 1954, alors qu'il a été révisé régulièrement. Les arrêtés, c'est révisé régulièrement, mais voilà. Ça interdisait en France l'électrification de véhicules existants et donc notre activité. Et donc on a dû user de Je te servais. sous aussi pour le loup, Ah, ouais, important aussi. mais de contacts, etc. pour faire évoluer la loi. Ça a bougé assez rapidement, mais encore une fois, les pouvoirs publics ont un rôle énorme à jouer là-dedans. Et enfin, Sébastien, Neuron Motors, donc l'acceptation et puis l'évolution. Bah, ça c'est pareil, c'est souvent l'essai en fait qui finit de conquérir un moteur qui jure que par le pétrole. C'est l'accélération ressentie en fait du moteur électrique, il n'y a rien de mieux. Et effectivement, dans les typologies de moteurs, il y en a qui sont effectivement qui vont aimer plutôt la moto qui va être faite pour voyager loin et longtemps. Il y en a d'autres qui vont préférer la sportive, d'autres qui vont aimer le confort. Et nous, on trouve une part de marché, on est sur une niche en fait. On vise à être dans les 2% du haut du marché de la moto électrique, proposer cette moto électrique de luxe faite en France.